Bienvenue dans ce nouveau numéro de Police Première qui reçoit ce lundi, vous l'avez dit, Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes et président de Cap Excellence. Après une période de silence, il est sorti de son mutisme et a réinvesti le champ médiatique et les réseaux sociaux. Il nous fera part de son analyse à propos de la situation politique aux Abîmes. Nous l'interrogeons également sur le dossier de l'eau. Il nous dira quelles sont ses relations avec le président de région. Il sera aussi question de Cap Excellence et des chantiers en cours. Éric Jalton, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Olivier l'Ancien. J'espère qu'on veut l'appeler tout le temps Tout d'abord, l'incendie survenu mardi dernier a mis en évidence la vétusté du centre hospitalier, mais on a évité le pire, on peut dire. Oui, on a évité le pire, si on compte le nombre d'étages dans cet hôpital, je crois 9, certaines tours, et la gravité quand même, on a vu le temps qu'il a fallu, ils ont arrêté leurs opérations, je crois, au moins à 2h du matin, je crois, enfin, très tardivement, pour juguler cet incendie avec trois points de convergence des sapeurs-pompiers vers le point de départ supposé du feu. En tout cas, je félicite toutes ces forces de sécurité, incendie notamment, mais de l'ordre aussi. La police était là. La police des Abîmes s'est dépêchée très tôt sur mes instructions, sur place, et la police nationale, etc. Toutes ces forces, en tout cas, de sécurité, mais également, tout particulièrement, le personnel de soins, quel que soit leur grade, leur qualité et leur fonction, qui étaient présents, le personnel généralement du CHU, même ceux qui n'étaient pas de garde, qui travaillaient pas, sont venus d'un seul homme, comme on le dit, prêter main forte à leurs collègues et surtout à leurs patients. Et ils ont fait preuve vraiment d'une abnégation et de courage, puisqu'on a un qui est quand même à ce jour dans une situation délicate. Ils ont fait d'une abnégation formidable que je tiens particulièrement à saluer, eux que nous avons tendance si souvent, nous, population guadeloupéenne, à décrier si facilement quand on parle du CHU. Et vous avez eu l'occasion de le faire à travers un communiqué. Le CHU n'est pas opérationnel, l'hôpital de campagne ne semble pas être en mesure de répondre à toutes les urgences. Faudrait-il, comme le pensent certains, annuler les manifestations populaires à venir, telles les chantiers Noël et le carnaval? Non, les chantiers Noël, certainement pas. Nous avons nous-mêmes, par solidarité avec Maria, le cyclone, les sinistrés aussi bien guadeloupéens que dominicains ou que des îles du Nord par rapport aux deux cyclones, Maria et Irma, nous avons annulé les festivités publiques, je dis bien, au niveau de la ville des Abîmes, sans annuler les manifestations à caractère sportif, culturel, socio-économique, etc. Mais c'est pas pour autant y compris pour ce problème de sécurité qui se pose, sanitaire, qui peut se poser, qu'on doit annuler forcément les chantiers Noël qui relèvent de la tradition. Et même le carnaval, certains l'ont réclamé. Ce sont des rendez-vous, je dirais, festifs, où on peut s'amuser, boire un peu plus. Et donc le risque, le potentiel, le caractère accidentogène, je dirais, de ces manifestations, on le sait, est réel. Je ne vais pas le démentir, en tout cas, ayant une responsabilité dans la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de la ville des Abîmes, mais en partie, s'en plus largement, en caractère préventif sur Cap Excellence. C'est une réalité. Mais je pense qu'il y aura davantage d'inconvénients à annuler cela. Je pense qu'il faut surtout renforcer évidemment les moyens de surveillance, de sécurité, de sorte de limiter à la portion congrue les risques potentiels en pareils événements festifs. Et culturels, nous rappelons, le carnaval, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Et beaucoup de gens en vivent, et surtout ça participe aussi de la cohésion sociale nécessaire. Mais donc voilà. Vous n'êtes pas pour l'annulation. Donc non, je pense que autant que pour les sinistrés, il y a un ordre moral qui entre en jeu, il y a quand même solidarité, les gens qui sont sinistrés, qui réclament de l'aide, encore jusqu'à aujourd'hui, je suis bien placé en tant que président du CLS pour le savoir, ils n'ont pas forcément eu l'aide escomptée de l'État. Aujourd'hui, on va faire la fête, la fiesta au niveau de la ville, je parle public, au niveau de la ville. Que les chantiers Noël, etc. vont continuer, les gens vont fêter chez eux. Mais c'était difficile de maintenir la fête des Abîmes. Autant là, je pense qu'il n'y a pas de raison de cet ordre pour pouvoir supprimer les festivités, en tout cas carnavalesques, ou encore moins les chantiers Noël. Vous avez souligné l'effort et en tout cas la réactivité du personnel de l'hôpital, un personnel qui n'a eu de cesse dans les instances représentatives du personnel d'alerter sur l'état de délabrement du CHU. Vous-même, par question écrite,
avez harcelé Xavier Bertrand ou Marisol Touraine. L'État aurait dû agir plus vite. Mais l'État, ou sans doute, on aurait dû déjà construire cet hôpital. Si vous voulez me faire le dire, je suis parlementaire depuis 2002, depuis 2002, j'ai réitéré mes interventions de diverses formes auprès des instances dirigeantes, notamment de l'État, ministère, Premier ministre, président de la République, pour que nous puissions donner notre nouvel hôpital dans les plus brefs délais, tout en réparant, mettant à niveau, évidemment, l'actuel hôpital, notamment au niveau des urgences, au niveau de certains services qui n'existaient pas auparavant et qui existent depuis, comme je suis intervenu d'ailleurs pour Marie-Galante également, et d'autres hôpitaux, relevant de ma circonscription particulièrement. Et donc je pense que, bon, on aurait pu faire mieux, plus vite. Actons qu'en fait cet hôpital est en route. Les travaux sont déjà opérationnels. On va passer des marchés publics pour les superstructures. Les travaux VRD sont pratiquement achevés. Et donc, tant mieux, on l'aura sans doute pour 2021. On est optimiste et plus normalement sur 2022. En attendant, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé, évidemment, il faut des travaux, je sais, étaient déjà à coût de millions d'euros, dizaines de millions d'euros même, hein, déjà en cours, notamment où il y a eu l'incendie, malheureusement, pour partie. Et donc, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier, sans doute redoubler en termes de moyens financiers pour réparer ce qui doit être réparé et reprendre ce qui avait déjà été investi en termes de travaux, sans aucun doute. C'est cette polémique qu'il y a eu sur le coût de cette nouvelle implantation du CHU à Dotema. Et aujourd'hui, quand on connaît les caisses de l'État vides, est-ce que vous ne craignez pas elles sont pas quand même tout à fait vides, heureusement. Mais en tout cas, elles sont fortement entamées. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait encore des coups de rabot? Ah, je ne pense pas, non. Je pense que contractualisation a été faite. L'État s'est engagé très clairement. Non, contractuellement concernant le CHU, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'on va mettre un coup de rabot sur un investissement dont les travaux sont déjà engagés. Ce serait vraiment presque une première en la matière. Je pense qu'au contraire, il peut avoir plus des surcoûts que des rabais. Il y a eu l'exemple de la centrale nucléaire en France où l'EPR, où on a décidé carrément d'annuler alors que les travaux étaient lancés. Ah ben peut-être si vous comparez effectivement une structure de soins à cet outil de production énergétique, je veux bien. En tout cas, je n'ai jamais vu ça en Guadeloupe. Ce serait une première sur le territoire de la Guadeloupe, de mémoire de parlementaire et d'élu que je suis. En tout cas, c'est pas très crédible. Ce qui serait très souhaitable, et je l'aurais fait si j'étais parlementaire, mais je laisse à mes collègues le soin de le faire, je leur suggère fortement, c'est demander évidemment que tout ce qui peut être investi d'ores et déjà, et qui est transférable sur le futur CHU, puisse l'être fait dès maintenant. Il y a du matériel, il y a des qui peuvent être, qui devront être transférés de l'actuel CHU à l'autre, parce qu'ils ne sont pas suffisamment obsolètes pour être mis au rebut, et parce qu'ils sont nécessaires, qu'on aura besoin. Donc, je pense que ces investissements qui sont prévus peut-être sur le futur CHU, on peut quelque peu les anticiper pour les mettre en termes de mobilier, en termes de matériel médical, et j'en passe. On peut d'ores et déjà les investir dans ce CHU, de sorte qu'on n'aura qu'à les transférer dans le futur CHU. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est venue en Guadeloupe. Vous avez discuté avec elle. Elle a fait part de sa volonté de remettre à niveau, en tout cas en attendant le transfert, la bascule sur le nouveau site, de remettre à niveau ce CHU. Vous avez eu des garanties? Oui, bon, les garanties qu'on a, c'est la parole d'un ministre, me dirait. De nos jours, on pourrait, sans être désagréable, mettre à la baisse ce type de croyance. Enfin bref, de crédit. Bon, disons que la parole d'un ministre a quand même son poids. C'est un professionnel de santé. Elle a travaillé pendant de longs mois au CHU. Elle connaît bon nombre d'acteurs de la santé ici. Et donc médecin de son métier. Et donc, je lui fais confiance à ce niveau-là. Sur sa carte de visite. Et donc, voilà. Et elle n'a pas annoncé de chiffres, donc elle risque pas de décevoir, puisque, disons qu'elle a une marge de sécurité, puisqu'elle n'a pas annoncé de chiffres. Mais en tout cas, elle s'est engagée fortement. Elle a dit que tout ce qui sera nécessaire sera fait. Il n'est pas question d'attendre 5 ans pour investir. On doit, donc, avec des termes qui étaient suffisamment clairs et nets vis-à-vis d'acteurs sérieux, politiques et professionnels, et j'en passe, pour qu'on puisse accorder un petit crédit, un crédit quand même suffisant à ses paroles. Vous êtes le maire de la plus grande ville de la Guadeloupe, le président de la plus grosse structure, le plus gros EPIC de la Guadeloupe.
il faut renégocier le SROS, le schéma régional d'organisation de la santé en Guadeloupe. Il faut l'actualiser en permanence et le plus souvent que possible, puisque les choses bougent. L'actuel événement, ne serait-ce que cet élément nous pousse à le faire au plus vite. Il faut l'actualiser de sorte qu'on soit en adéquation avec les besoins du moment, la demande du moment, la modernisation évidemment du matériel, des investissements nécessaires en matière de santé. Sur Marie-Galante, revoir Marie-Galante. Et Marie-Galante, nécessairement, la question s'est posée de savoir si à l'aune de cet accident, on ne pouvait pas relancer la maternité, notamment à Marie-Galante. Je suis favorable, je me suis battu là-dessus. C'est moi-même qui fais venir le premier mammographe sur Marie-Galante, qui fonctionne encore, et d'autres investissements. Je pense que l'occasion est bonne, puisque au moins durant les prochaines années, qu'on puisse redynamiser, au moins, même expérimentalement, l'unité hospitalière de Marie-Galante. Venons-en, Éric Jalton, à la situation politique dans votre ville. On a le sentiment que les hostilités ont été lancées bientôt aux abus en vue des municipales de 2020, lors de l'Assemblée générale de son mouvement. Olivier Servat a réaffirmé son intention de vous rafler le fauteuil de maire et se féliciter au passage d'avoir reçu le renfort de 2 ex de vos soutiens. Donc, comment vous recevez cela? Il y a donc Marie-Hélène Jacob-Kouali ainsi que Saint-Lebon, un communiste bien connu aux abîmes. Comment vous recevez cela? Comme une trahison, de l'opportunisme, ou encore c'est les règlements de compte qui ont débuté? Trahison, non. Marie-Hélène Jacob-Kouali, sans doute, est venue à titre personnel. Je ne sais pas, le PVDG ne s'est pas engagé aux côtés de M. Servat à ma connaissance. C'est sans doute à titre personnel, et également qu'Edris Selbonne, il l'a déclaré très clairement. Je l'ai entendu même sur les réseaux, qui vient à titre personnel. Donc ce sont des recrutements, sans doute. Olivier Servat prépare sa liste, ils auront promis une bonne place sur la liste, donc ils se sont engagés. Mais ils n'engagent pas leur formation politique. Et il y a d'autres communistes, et nos trois, qui sont encore avec nous, qui sont encore avec nous, qui sont avec nous, et même des nouveaux. Et nous avons les PPDG aussi qui sont avec nous aux abîmes, et d'autres. Et j'ai aussi beaucoup anciens COSAPI, encore plus nombreux que Seralima, lui, qui sont avec moi. Donc c'est pas pour vous inquiéter tout ça. Municipaux, aussi bien Magali Marcin, qui était avec lui sur ça, il a rejoint. Sur des William du Sud. Mais ça, c'était au lendemain de votre victoire. Oui, mais rappelons-le. Sur des William, mais après ma défaite, ils auraient pu dire, on retourne à la maison. Ils sont encore plus là que jamais. Ce sont peut-être des plus actifs au sein de la majorité municipale. Teddy Foul, Céline Jean-Luc pour sa part et Madame Fanan, Lydia, ont pris leur autonomie par rapport à ce groupe, etc. Et donc, j'ai ma majorité municipale est plus forte que lors de l'élection de 2014. Donc c'est pas pour vous inquiéter tout ça, ces mouvements d'imitation. Je suis les choses, je suis un homme politique averti, je suis les choses, évidemment, je ne peux pas faire comme si, faire semblant que ça m'interpelle pas, ça m'intéresse pas. Je suis les choses, mais je ne suis pas inquiet. Outre mesure, je connais, j'ai une expérience politique, je connais ces mouvements opportuns du moment, qui se font, les gens qui n'ont pas forcément eu satisfaction politiquement sur eux parce qu'ils voulaient être sur la liste au municipal de 2014, ils n'ont pas pu être placés ou en bonne position, comme Marie-Hélène Jacob-Kouali, qui ont sans doute eu des gages qui seront bien placés en position éligible sur la liste des causes abîmes. Elle sera demain notre invité, nous allons lui poser la question. Donc, il y a des petits mouvements comme ça qui se font, porteurs, personnels. Mais il y a des petits mouvements, mais il y a d'autres mouvements peut-être plus délicats. Vous avez laissé partir ou pousser vers la sortie Dominique Théophile et Marcelini. Vous n'avez pas su retenir, on a dit, Marie-Hélène Jacob-Kouali ou encore Louis Canantine. Les exigences et les demandes, vous avez fait allusion, sont de plus en plus nombreuses et vous ne pouvez pas toutes les satisfaire car les places sont de plus en plus rares. Vous êtes confronté à ça. Vous êtes confronté à ça. Il voulait être député. Il s'est opposé à moi. Vous n'avez pas pu le lui accorder. Ça. Vous n'avez pas pu faire de lui j'étais candidat. Et la foi voulait que je continue. Et d'autres pères de Marie-Galante, de Mornalo, on m'a plébiscité. Tant que j'ai été brillamment élu. Ça, c'était en 2012. En 2017. Le troisième mandat, c'est là où j'ai été le mieux élu. Chaque fois que je me suis présenté, j'ai encore eu de plus en plus de voix. En pourcentage comme en nombre. Donc, ça, c'est en 2012, mais en 2017. Oui, en 2012, il voulait être candidat. Il s'est même présenté en 2012. Contre vous? Contre moi, oui, c'est bien le cas. Il était dans la frappe et il s'est présenté à surprise générale contre moi. On lui a quelque peu pardonné. Il est venu se mettre à genoux dans la cuisine de ma mère pour dire à maman, Madame Jalton, pardon. Il m'a fait une déclaration d'amour en pesant ces mots en public, etc. Bon.
Et voilà, cet amour était conditionné. Il a trahi une fois, il peut encore trahir. Je pense qu'il est essentiellement intéressé par le poste de député. Ok. Non, il calcule. Il calcule. Oui, voyant que c'est Rosan Rosuet qui a été choisi démocratiquement par les militants de la frappe, hein, avec une petite préférence que j'avais exprimée, mais sans imposer quoi que ce soit, parce que le vote a lieu à bulletin secret, le choix. Mais je pense que ça a été l'élément déclencheur qui l'a poussé dans les bras de M. Servat, en espérant, il pense en permettant à M. Servat d'avoir un autre mandat. Ok. Il oblige Servat à démissionner en tant que député. Et lui pourrait faire l'affaire. La prochaine élection, il se prépare pour rafler la mise. Mais ça, bon, il fait des plans sous la comète. Mais Éric Jalton, il y a quand même une vraie nécessité de clarification afin de savoir qui est encore avec vous, sur qui pouvez-vous encore compter. Dès janvier, vous allez d'ailleurs... moi, je sais, vous le connaissez. Ouais, vous allez réunir vos troupes pour les vœux de Nouvel An. Les vœux et la rentrée politique aussi. Mais aussi mettre le cap déjà sur Melvin, vous l'avez déjà annoncé, c'est clair. Non, la rentrée politique, on a une association politique, non, c'est normal. J'ai laissé les choses se décanter, décompresser, digérer les trahisons et les déceptions. Voilà, et décanter, il faut après ces élections, quel que soit le résultat, laisser les gens... Vous sentez quand même les équipes de campagne se reposer, ouais. Et on s'est donné rendez-vous pour le début de l'année 2018, les commissions se mettent au travail pour préparer les programmes d'activité de 2018, et on repart de plus belle en janvier 2018. Mais comment mobiliser quand vous ressortez quand même de défaites législatives et sénatoriales? Oui, mais globalement, depuis 2014, si on intègre ma victoire municipale au premier tour, c'est la seule élection depuis 2014 que j'ai eue. J'ai jamais été tête de liste. Ok? Bon. Donc, 2014, j'étais candidat moi-même tête de liste, j'ai gagné au premier tour. Ensuite, nous avons eu les élections départementales, 6 conseillers départementaux sur 6. Vous vous rappelez? Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, dans les 3 cantons, carton plein. Ok, on a pu, sur cerise sur le gâteau, on a pu placer une de ces gagnantes, Madame Bourrel, présidente du département. Ensuite, il y a les élections régionales. Bon, nous avons soutenu Victor Lugel royalement, et si c'est à refaire, je le referai, parce qu'il nous a aidés. Notamment, on a contractualisé en plus, on a mis en perspective notre partenariat avec le CDDT, et donc il a perdu. Il était tête de liste, on a fait ce qu'on pouvait, loyalement, pour le faire gagner, mais sans doute, il y avait, Chalus avait le vent en poupe, on connaît, il a fait le carton plein comme Lurel l'avait fait auparavant dans d'autres élections, donc Lurel a gagné. Bon, moi. On n'avait pas pu éviter sa défaite. J'ai pas pu éviter, tout seul sa défaite. Mais c'est pas moi, Jalton, qui ai perdu directement. Bon, maintenant, ensuite, il y a eu les élections présidentielles, la frappe n'était pas engagée, j'ai demandé à barrer Marine Le Pen, Macron a gagné, donc j'ai participé à la victoire de Macron. Et il y a eu les élections législatives. J'étais pas moi-même candidat, parce que 3 mandats que j'avais dit, je ne faisais pas davantage. Et de toute façon, il aurait fallu que je choisisse, si j'étais réélu, entre le mandat de député et de maire, je préférais d'ores et déjà être resté maire. Donc ça, ma candidature n'avait aucun sens. Ok? Et donc, on a dû choisir dans les conditions que vous savez, démocratiquement, Rosan Rosuel. C'est vrai qu'il y a d'autres qui pensaient qu'ils auraient été aussi bons, voire meilleurs candidats que Rosuel. Ça a créé quelques divisions momentanées au sein de l'équipe, et qui a permis au leader du groupe d'opposition, M. Servat, de gagner un des lieutenants de la frappe. Mais il n'a pas battu Éric Jalton à ce jour. On verra. En 2020, s'il fera ce qu'il a fait contre Rosuel, il le fera contre moi. Et l'équipe renouvelée que je choisirai. C'est là notre deuxième... Vous avez l'air confiant. Vous avez l'air confiant. Vous avez certainement des éléments... Mais je suis confiant parce que moi, j'ai pas peur de gagner ni de perdre. Je sais que si je perds une élection, c'est pas la fin du monde. Donc, je vois pas pourquoi je serais crié outre mesure. Je souhaite gagner, évidemment. Quand on part au combat, on supporte, comme dans un match de football, autre chose. Et c'est encore une affaire plus sérieuse qu'un match de football. On souhaite gagner. On veut qu'on gagne. Jusqu'aux dernières minutes, on souhaite gagner. Si on perd, généralement, on n'est pas très content. Mais voilà, et si on gagne, on est content. Mais c'est pas... Mon père me disait souvent, il faut se méfier des élections. Que la victoire confiée était la victoire comme la défaite, c'était 2 menteuses. Il ne faut pas se laisser abattre par l'une, c'est-à-dire la défaite, ni se laisser griser outre mesure par l'autre, c'est-à-dire la victoire. Donc j'applique cet adage avec beaucoup de
de sérieux. Mais au-delà, Éric Jalton. Mais nous allons gagner en 2020 ou 2021. Mais c'est pas ma préoccupation immédiate. Hein. Moi, j'ai géré les affaires de la commune, de Cap Excellence, j'ai des dossiers importants. Je sais que c'est l'obsession actuellement, et c'est son principal intérêt, M. Servat et ses collègues. C'est des municipales, ils pensent qu'à ça. M. Servat a été élu en 2014, conseiller municipal. Et à quelques années après, il nous dit qu'il démissionne. Bon, maintenant, il était du conseiller régional, vice-président de la commission économique, président de la commission économique. Citez-moi une réalisation, monsieur Danican, de monsieur Servat au conseil régional. Je vous écoute, monsieur... Olivier Lancien. Non, monsieur Olivier Lancien. Je vous écoute, répondez-moi. Oui. Non, vous êtes quand même des oui. journalistes. Vous suivez l'actualité. Citez-moi une réalisation significative de monsieur Servat au conseil régional, président de la commission économique. Non, mais vous changez de rôle, là. C'est nous qui posons la question. Bon, vous êtes incapable de le faire. Et vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous. 2020, c'est dans 2 ans. Il n'a rien fait de concret. Un peu plus au de niveau 2 ans. des affaires économiques, à la région, tant et si bien que le président de région pratiquement se substitue à lui. On l'a vu, après le cyclone Maria, c'est Chalus qui était sur le terrain pour les agriculteurs, des pêcheurs. On ne voit pas Servat, il avait d'autres occupations. De préparer son selon vous, il n'aurait rien fait. Donc non, mais il n'a rien fait de significatif. Alors qu'on l'attend sous le nouveau modèle économique. On attend sous bon nombre de choses. On ne voit pas son action au conseil régional. Il prépare déjà les municipales, c'est ça qui l'intéresse. Il est élu député récemment. Éric Jalton. 2020, et on attend toujours 2020, c'est dans 2 ans. Une réalisation concrète. 2020, c'est dans 2 ans, un peu plus de 2 ans. Aux yeux des électeurs, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que ça ne fait pas, ils sont à la course au mandat? Trop tôt pour qui? Pour les électeurs. De partir aussitôt dans la course. Ouais. Mais oui, je vous parlais de M. Servat. Absolument, ça fait trop tôt. À mon avis, c'est même 2-3 ans même. Pratiquement 2 ans et demi, au moins. Si le président ne repousse pas. À 2021, ce qui est encore possible. Eh ben oui, je pense que quand on n'a rien, on est dans l'opposition, on n'a rien, on a peut-être un petit mandat de conseiller municipal de l'opposition, comme ça. Ah, c'est normal, on a tout son temps, on est concentré sur la conquête du pouvoir. Mais quand on est vice-président du conseil régional, président d'une commission économique dans un pays qui a tant de chômeurs, tant d'entreprises qui attendent des choses concrètes, ok, et qu'on est député, eh bien, je pense que on a du travail. Tant de travail qu'on n'aurait même pas dû avoir tellement le temps de vous savez de quoi vous parlez, à des élections municipales, c'est-à-dire nous dire déjà que je suis à peine élu, je serai à peine été élu de 2 ans de député, que je vais déjà démissionner du poste de député pour être maire. Vous voyez? Mais il a avoué que c'est son objectif, c'est son principal objectif. Ben oui, mais il aurait dû le dire avant les élections législatives. À dire à la population, je viens aux élections législatives, mais je serai un député pour 2 ans, à tout casser un petit peu plus, mais après je vais vous quitter parce que ce qui m'intéresse en réalité, c'est d'être maire. Là, l'honnêteté, la population aurait fait un choix éclairé, je suis sûr que le résultat n'aurait pas été forcément, en tout cas en nombre de répartition des voix, le même. En politique éclairée, il y a sur votre territoire, les Abîmes, une force qui se monte En Marche, avec un sénateur, Dominique Théophile, un député, Olivier Servat, accompagné du GUSR. Vous ne craignez pas que le GUSR et En Marche essayent de faire un exemple des Abîmes pour les municipales? Ah ben, sans doute, c'est peut-être leur ambition, mais il faut les interroger, eux. Je ne suis pas porte-parole ni d'En Marche, ni du GUSR, encore moins des causes Abîmes. Ok? Donc je note que ce rapprochement s'est fait depuis les élections départementales. Ça n'a pas empêché pour nous de gagner. En tout cas, entre Guadeloupe Unie et Cause Abîmes. Ok, donc voilà. Si maintenant il y a En Marche, bon, vous voyez bien encore, c'est les En Marche, les partis, les autres, non, ça n'a pas empêché. Non. Donc tout ceci, non, ça m'inquiète pas outre mesure. Bon, qui s'allie, qui s'organise, bon, ok, moi, je veux bien. Et vous, sur qui vous comptez? Le PPDG? Non, moi je compte surtout sur les Abîmiens, les Abîmiennes, et les gens de bonne volonté, qui soient du PPDG, c'est du parti, des partis, des associations, etc., qui me soutiennent. Ouais, les gens qui créent une association, par exemple, aux Abîmes, c'est lui Garantine. Il y a quelques personnes avec lui. Mais c'est pas une force politique pour dire, s'il était une force politique, moi, battu aux élections législatives, il a été obligé de revenir avec nous pour reprendre, être candidate au département grâce au soutien de Madame Borel, qui était colistier avec lui, parce que s'il serait présenté tout seul, je pense pas qu'il aurait été élu dans le canton. Je vous le dis. 18h51, vous êtes dans Politique Première qui reçoit. Donc, garantie, nous en avons plusieurs dans ma majorité municipale et dans nos soutiens. Qui reçoit Éric Jalton, merci, monsieur le maire.
je dis en termes de poids électoral. Hein, oui, alors, il nous reste 9 minutes d'émission. On va quand même aborder quelques sujets avec vous, notamment vos relations avec l'actuel président de région. C'est votre ami jusqu'à maintenant? Il n'y a pas Chalus a toujours été mon ami. Oui, oui. Bon, en campagne électorale, on peut un peu de dérision, on fait des petites phrases. On essaie de mettre de l'ambiance. Ouais. Il n'a jamais été insolent ni injurieux vis-à-vis. Mais il est proche. Il a dans sa majorité Olivier Servat, qui va sans doute soutenir au municipal. Donc ça ne change pas, ça ne modifie pas vos rapports. Je ne suis pas ami de M. Servat pour qu'il me soutienne. M. Chalus arrive pour qu'il me soutienne aux élections. On est amis, on est bien. Il venait suivre mes conférences. Il n'était pas encore aussi en pointe en politique. Il quittait ses conférences. Il faisait ses armes. Il venait suivre ma dernière conférence. Il venait prendre chez vous. Pratiquement tous les soirs. D'accord. Donc, il ne peut pas le nier. Donc, vous êtes bien parlé sans plus. Sous la non, on est bien. Nous disons, on discute, on se respecte. Mais il ne va pas vous soutenir, on a compris. Alors, sous la politique gouvernementale, vous avez soutenu... c'est vous qui avez déclaré qu'il ne me soutiendra pas. Enfin, vous avez des infos? Non, mais je dis qu'il est bien présomptueux. Vous avez de quoi demain fait? Non, mais enfin, pour le moment, je reprends un peu ce que vous avez dit qu'il ne va pas vous êtes ami, mais sans qu'il soit votre soutien. Ne faites pas de plan sous la comète. Non, on fait pas de plan. On essaie d'analyser, de comprendre. Oui, on essaie de comprendre et d'analyser. Les choses parfois bougent plus vite qu'on le pense. D'accord. Mais sur la politique gouvernementale, parce que vous avez soutenu le président Macron, êtes-vous satisfait de sa politique, notamment pour l'outre-mer, singulièrement la Guadeloupe? Bon, c'est-à-dire que le premier de M. Macron, je l'ai soutenu, hein. On y part. Il y a quelques mesures dans son programme que j'avais mis en exergue pour faciliter le vote, puisque moi, je voulais à tout prix combattre Marine Le Pen, hein, y compris en Guadeloupe, surtout pas. Le score, d'ailleurs, inquiétant du premier tour nous avait interpellés. Donc, mission accomplie, et si c'est à refaire, je le referai dans les mêmes conditions. Mais maintenant, je ne suis pas un béni oui de M. Macron, hein, ok. Je suis en marche vers l'excellence avant lui, puisque c'est le titre de mon programme 2014. Vous l'avez inspiré sur ce coup-là. Oui, nous sommes les abîmes en marche vers l'excellence. Donc je suis en marche sans avoir attendu qu'ils se mettent en marche pour la République. Et donc, nous observons ce qui fait de bon. Je suis très pas parfait, mais très bien pour l'approche européenne. La politique au niveau international par rapport notamment au problème de la COP21, le réchauffement climatique. Je parlais plus de la politique intérieure et en direction de l'outre-mer. Oui, je veux bien montrer que je ne suis pas un sectaire. Donc vis-à-vis de ce niveau-là, c'est bien. Au niveau de l'outre-mer, on attend, puisque l'action du gouvernement au niveau de l'outre-mer est reportée au projet de loi de finances de 2019. 2019. Après les assises. C'est-à-dire qu'il faut attendre donc les assises. Il se conclura en septembre 2017. Il gagne du temps dans le PLF. Il gagne du temps selon vous? Le programme, le 2018 qui se discutera en novembre 2017 pour qu'on voit qu'est-ce qu'il va faire comme programme. En attendant, c'est plutôt inquiétant. Les mesures qui sont prises par rapport aux emplois aidés. On a eu des paroles à géométrie variable entre ce que dit le ministre, ce que dit le préfet, ce que dit M. Servat, tout va, et aujourd'hui ce qu'on apprend. Avec les assises, il veut gagner du temps. On apprend que les emplois aidés certains seront renouvelés, mais seront à raison de 50%. 50% de rémunération, de prise en charge. Sur les assises, Éric Jalton, il veut gagner du temps. Il va sortir de ces assises? Moi, j'apporterai ma contribution. Le CAP Excellence enverra une contribution écrite, président, et le maire aussi. On va jouer le jeu. Mais moi, je regrette fortement qu'on puisse subordonner l'action du gouvernement, qu'on envoie ça à 2 PLF après, le projet de loi de finances, c'est-à-dire où les choses se décident, le budget de la nation. C'est quand même dommage. Là où il y a tant à faire, et les constats sont faits, ils ont été faits aux États généraux, mais des rapports existent, des schémas directeurs, dans tous les domaines, y compris sur l'eau, existent. Déjà, on attend les financements, les quelques dispositifs qu'il faut mettre en place pour mieux accompagner ces différents plans, ces documents de planification qui existent déjà. Donc les assises vont faire que confirmer ce qui existe déjà. S'il en sort une ou deux originalités, ce sera déjà très bien. On ne va pas redécouvrir le monde, hein. Il y a un sujet qui fâche la plupart des maires de la Grande Terre, c'est l'arrêté de catastrophe naturelle qui exclut toutes les communes de la Grande Terre sur les vents violents. Quelle est votre réaction? Sur les vents violents. Les vents violents concernant l'arrêté de catastrophe naturelle. Sur les vents violents et des dégâts causés généralement par ce cyclone dans toutes ses composantes. Mais il est insatisfaisant.
Bon, heureusement qu'il y a une mobilisation de l'ensemble de la classe politique, toutes tendances confondues, et je m'en réjouis pour réviser la copie qui était mauvaise au départ. Mais malheureusement, c'est une sorte de côte mal taillée. Hein. Beaucoup de communes sont exclues. Les Abîmes, toutes les communes de Cap-Excellence, je parlais que de ma chapelle, mais d'autres communes aussi, de l'archipel guadeloupéen, ils ne voient pas pourquoi. Puisqu'il y a eu des dégâts des vents, et notamment, sous l'ensemble du territoire, nous en avons souffert aux Abîmes. Et j'ai une liste de sinistrés, une bonne centaine au moins, en tout cas ceux qui sont présentés au CCAS, et qui comptaient sur le gouvernement pour les accompagner. Bon, ils n'auront qu'à se compter essentiellement sur l'aide du Centre communal d'action sociale et du département là-dessus. C'est bien dommage, c'est quand même injuste vis-à-vis des communes concernées, notamment celle de Cap-Excellence et de la ville des Abîmes. Et donc je m'en plains pour ma part. Un dernier dossier, le dossier de l'eau. On sait que Cap-Excellence ça a régi, eau d'excellence, mais le gouvernement met en accusation les maires, les élus de la Guadeloupe. Comment vous avez appris ça ou Il n'y a pas d'accusation. Il y a deux parlementaires, M. Servin et M. Tofil, qui vont dans les ministères, qui vont voir le secrétaire d'État, Le Cornu, auprès du ministre, monsieur, comment il s'appelle, Nicolas Hulot, pour faire du cancanage, pour pouvoir organiser un peu de désordre, pouvoir instrumentaliser le gouvernement pour qu'ils disent à un syndicat unique, sinon pas d'argent. Malheureusement pour eux, c'est pas tout à fait la réponse que fait le Cornu, parce que le Cornu parle. Il rappelle ce que nous savions déjà, merci, que c'était les élus qui étaient responsables de l'eau en Guadeloupe. Merci, on le sait déjà, parce que nous avons la compétence depuis quelque temps. Mais au-delà des campagnages, je viens sous l'essentiel. Oui, allez-y, puisque en fait, il nous reste peu de temps, et puis les Guadeloupéens quand même ont besoin. Oui, mais je viens sous l'essentiel. Allez-y. Je dis que monsieur Le Cornu, secrétaire d'État, dit qu'il faut il souhaite une gouvernance partagée. Eh bien, ce que nous réclamons. Il ne dit pas de gouvernance unique, ni de syndicat unique, ni d'habilitation exclusive pour la région, ou je ne sais qui. Donc, il dit qu'il faut une gouvernance partagée, c'est le mot écrit noir sur blanc. OK? Sur l'eau. Donc, elle est partagée actuellement entre 5 syndicats. OK? Donc, et d'autres, puisque nous sommes, inscrits à Cap-Excellence dans un plan ODOM, procédé par l'ancien gouvernement, qui doit mettre en place un contrat de progrès. On a fait une réunion à la préfecture avec l'agence de France, l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs, l'ODEADOM, l'ONEMA, l'Office de l'eau, le représentant de l'État, pour mettre en place ce plan qu'on nous a demandé. On a pris 2 années pour le faire. On a un contrat de progrès qui est prêt. OK? On demande des financements à l'État pour construire, pour réparer des ouvrages hydrauliques, des canalisations, pour amener l'eau chez les gens, limiter les tours d'eau ce faisant. Et on demande qu'on fasse la même chose sur le SIAC, qu'on fasse la même chose dans le sud Grande Terre. Tous ceux qui sont prêts, et ils sont prêts, ils demandent d'être financés concrètement par l'État. Donc il faut dire à ceux qui sont en marche soi-disant de ne pas chercher à instrumentaliser le gouvernement pour nous faire prendre du retard. Nous faisons des financements pour les réseaux, et je me réjouis que nous soyons presque en face là-dessus. Aussi Madame Borel, qui demande comme moi-même un schéma de cohérence, n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que nous s'entendons sur des investissements, et on peut avoir un schéma de cohérence unique, celui-là, pour qu'on s'entende sur les investissements, et qu'on puisse demander au gouvernement de nous financer. En tout cas, à Cap-Excellence, nous sommes prêts pour ça, et à travailler pour limiter et faciliter la vie des gens, pour amener de l'eau. Donc, donnez-nous l'argent. On va faire le job, et d'autres EPCI, le SIAC, etc., peuvent faire autant. Pas besoin de syndicats. Ce sera le mot de la fin. Merci, Exalton, une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Excellente soirée à tous.